Kobané asphyxié par les djihadistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils occuperaient déjà plus d'un tiers de cette ville kurde située à la frontière syro-turque. La coalition internationale a pourtant intensifié ses bombardements, mais leur impact reste limité, comme l'a admis Washington. Ces nouvelles mesures prises par les États-Unis face à Ebola, tous les passagers en provenance des pays les plus touchés par l'épidémie seront désormais séparés des autres voyageurs à leur arrivée. 5 aéroports sont concernés: JFK, Newark, Washington, Atlanta et Chicago. Et puis c'est un peu irréel, voilà les premiers mots de Patrick Modiano. L'auteur français a obtenu aujourd'hui le Nobel de littérature, une récompense selon les jurés pour son art de la mémoire, avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Les djihadistes de l'organisation État islamique poursuivent donc leur offensive sur Kobané. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils se seraient déjà emparés d'un tiers de cette ville kurde située à la frontière syro-turque. La coalition internationale continue pourtant à intensifier ses frappes, des bombardements qui ralentissent certes les combattants, mais leur impact reste limité, comme l'a admis Washington. C'est un reportage de Marie Laroche-Joubert. À portée de vue, la ville de Kobané, autrefois 400 000 habitants. Aujourd'hui, demeurent quelques centaines de civils et 1000 à 2000 combattants kurdes. Ils se battent pied à pied contre le groupe de l'État islamique. Un combat désespéré à huis clos. Les frappes de la coalition éloignent un temps les djihadistes et puis de nouveau, ils repartent à l'assaut. De ce côté-ci de la frontière, en Turquie, ces Kurdes sont aux aguets. Mon fils se bat à Kobani. Je n'ose pas lui téléphoner parce que ça peut le déranger et être dangereux pour lui. De petits groupes discutent ça et là. Quand nous leur demandons s'ils veulent soutenir leurs frères de Kobané. Oui, nous voulons aller nous battre. Mais les autorités turques bloquent la frontière. On ne peut pas passer. Mais nous sommes partants. Au début, les frappes de la coalition ne servaient à rien. Mais depuis 2 jours, c'est efficace. Les chars turcs sont positionnés à côté. Soldats, armes aux pieds. Pas question pour eux de franchir la frontière. En ce moment, il y a des frappes de la coalition sur des quartiers pris par les combattants du groupe de l'État islamique. S'il n'y avait pas ces frappes, Kobané serait déjà tombé. La Turquie, de son côté, a annoncé qu'il ne serait pas réaliste qu'elle mène seule une opération militaire terrestre contre l'organisation EI à Kobané. Ankara s'est en revanche prononcé pour la création d'une zone tampon. Objectif: protéger les populations civiles dans le nord de la Syrie. La France a apporté son soutien à ce projet. Ludovic de Foucault. Ce char turc surplombe Kobané, mais il n'ira pas plus loin. Même s'il y a une semaine, le Parlement a accordé son feu vert à une intervention en Syrie, Ankara refuse toujours d'envoyer ses troupes épauler les combattants kurdes de l'autre côté de la frontière. Il n'est pas réaliste d'attendre de la Turquie qu'elle mène seule une opération terrestre. La Turquie va continuer à faire le maximum, mais ce qui doit d'abord être fait, et notre stratégie pour l'instant, c'est d'expliquer à nos alliés quelle serait la meilleure approche. Mais la meilleure approche pour Ankara, c'est d'abord de faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Car pour la Turquie, se battre contre l'organisation de l'État islamique, c'est renforcer le régime syrien. Une position qui a du mal à passer auprès des Kurdes de Turquie qui manifestent depuis plusieurs jours. Pour eux, pas de doute, si le gouvernement ne fait rien, c'est parce que ceux qui défendent Kobané sont des proches du PKK, le parti des travailleurs kurdes, qu'Ankara considère toujours comme terroriste. La situation est complexe. Les États-Unis semblent avoir du mal à expliquer ce qu'ils attendent vraiment de leurs alliés. Les Turcs ont senti la menace de l'État islamique, autant si ce n'est plus que les autres pays dans le monde. Et ils ont bien entendu leurs propres affaires à régler. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils doivent jouer un rôle essentiel là-bas, et c'est ce dont nous discutons. Les discussions continuent, les combats aussi. Et sachez que de nouveaux affrontements ont éclaté en Turquie à Cizre entre pro-kurdes et forces de la police. Vous le voyez sur ces images des affrontements qui ont lieu en ce moment.
Dans l'actualité également, cet attentat au Yémen. L'attaque a visé des sympathisants des rebelles chiites qui contrôlent Sanaa, la capitale yéménite, depuis le 21 septembre. Au moins 47 personnes ont été tuées et 75 blessées. Il s'agit du plus grave attentat à Sanaa depuis mai 2012. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée. Un autre attentat a eu lieu dans le sud-est du pays. 20 soldats sont morts, 13 autres ont été blessés. Direction Madrid à présent, l'état de santé de l'aide-soignante espagnole s'est détérioré. L'infirmière âgée de 44 ans a contracté la maladie le mois dernier alors qu'elle soignait 2 prêtres espagnols contaminés en Sierra Leone et au Libéria qui sont par la suite décédés. Les États-Unis, de leur côté, prennent de nouvelles mesures après la mort du premier cas d'Ebola sur leur sol. À partir de normalement ce samedi, tous les passagers en provenance des pays les plus touchés par l'épidémie seront séparés des autres voyageurs à l'arrivée, et ce, dans 5 aéroports. Il s'agit de JFK, Newark, Washington, Atlanta et Chicago. Christophe Dansette. Il était soigné à l'isolement dans cet hôpital de Dallas. Depuis quelques jours, son état s'était aggravé. L'équipe soignante n'a rien pu faire. Nous espérions que cela n'arriverait pas. Mais au nom de la ville de Dallas, je présente mes condoléances à la famille et aux amis de M. Duncan. Thomas Duncan était rentré du Libéria le 20 septembre dernier sans présenter le moindre symptôme. 4 jours plus tard, il consulte une première fois, mais les médecins pensent qu'il s'agit simplement d'une maladie bénigne. Ce n'est que le 28 septembre qu'il est finalement hospitalisé. Entre-temps, il a été en contact avec plusieurs dizaines de personnes, dont certaines sont aujourd'hui surveillées de près. L'appartement où il a séjourné aux États-Unis a, lui, été désinfecté. Il s'agit du premier patient atteint d'Ebola mort sur le sol américain. Et même si les autorités se veulent rassurantes, plusieurs hôpitaux américains se préparent à l'éventualité de recevoir des patients atteints du virus. Exemple, à New York. Nous faisons tout ce que nous pouvons et nous pensons que nous sommes hors de danger. Les États-Unis veulent renforcer les contrôles dans les aéroports. À partir de la semaine prochaine, les voyageurs en provenance du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée devront systématiquement passer sous un scanner thermique à leur arrivée aux États-Unis. Et puis, conséquence directe de cette épidémie, le Libéria a annoncé le report des élections sénatoriales prévues le 14 octobre. La présidente a pris cette décision en vertu de l'état d'urgence décrété le 6 août. À Hong Kong, les autorités ont annoncé l'annulation des négociations prévues demain avec les représentants des étudiants. Cette rencontre avait pour but de mettre fin à plus d'une semaine de manifestations. Les manifestants réclament des élections libres et la démission du chef de l'exécutif local. Eduardo Coué, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On verra bien, mais ce qu'on peut dire ce soir, c'est que peut-être on a déclaré la fin des manifestations un peu trop vite. Les étudiants ont averti qu'ils ne reculeraient pas et ils sont déjà appelés à de nouvelles manifestations pour vendredi. Vendredi, justement, la journée, c'était les jours où ils allaient se rencontrer avec le numéro 2 du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam, pour commencer les négociations. Maintenant, ces négociations ont été annulées par le gouvernement et ça pourrait bien donner un nouveau souffle à ces mouvements qui étaient en train de s'éparpiller un tout petit peu. Il y a une autre mauvaise nouvelle aussi pour le gouvernement, et c'est que sur les 70 députés qui composent les conseils législatifs, 23 ont dit aujourd'hui qu'ils vont tout faire pour essayer de bloquer les nominations du gouvernement et un certain nombre de projets pour montrer leur solidarité avec les étudiants. C'est une annonce plutôt symbolique, mais qui montre que ce mouvement va très bien au-delà des étudiants. Et donc, sur les fonds, il faut dire aussi, Pauline, que sur les fonds, les deux côtés n'arrivaient pas à s'entendre, même ni sur les fonds, ni sur la forme, ni sur le contenu de ces négociations. Du côté des étudiants, il y a un manque évident d'expérience politique et de leadership. Côté gouvernement, ces mains sont liées parce qu'il ne faut surtout pas fâcher Pékin, qui pour l'instant semble un peu enclin à céder quoi que ce soit. Et donc, il semble possible que le pouvoir en place a mal lu le fait que les mouvements s'effritaient un tout petit peu et il a agi un peu trop vite et que ça pourrait, comme je dis, donner un nouveau souffle et on pourrait recommencer avec les manifestations de masse. En tout cas, première réponse demain vendredi.
Merci beaucoup, Eduardo.